Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Aujourd'hui à l'émission, nous discutons de la crise migratoire en République dominicaine avec Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, et de retour d'un reportage sur place. Mais avant, nous nous penchons sur les évaluations de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle. J'allais dire mieux connu, mais c'est peut-être pas mieux connu sous l'acronyme de EIOEC, qui n'est pas particulièrement plaisant. Mais bon, ces rapports censés aider les juges à tenir compte du racisme systémique et des désavantages sociaux soulèvent pourtant de sérieuses questions. Cette pratique semble même nous mener dans une pente glissante d'essentialisation, d'infantilisation, sans parler d'un système à deux vitesses ou un système pour les minorités, entre guillemets, racisées et les autres. Pour en parler, nous recevons Yannick Lacroix, auteur du livre « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec », publié chez Liber. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour, Philippe. En premier lieu, rappelons à l'auditoire quelle était l'affaire Frank Paris et comment en sommes-nous venus à incorporer ces évaluations dans le système juridique? Oui, alors les évaluations d'incidence de l'origine ethnique et culturelle, on a renommé ainsi ce qu'on appelait autrefois les évaluations de l'impact de la race et de la culture. Alors on a essayé d'enlever le mot race là, de l'appellation. Alors, ces EIOEC sont utilisés déjà depuis un certain temps au Canada anglais. Ce qui a été nouveau cet été avec l'affaire Frank Paris, c'est que pour la première fois, une juge québécoise a décidé de tenir compte de d'un rapport EIOEC dans une sentence. Alors, c'est ça qui était nouveau. Et à l'origine, d'où vient qu'est-ce que c'est et d'où vient cette idée-là? Ça vient, si je comprends bien, ça vient des rapports Gladue. Alors, les rapports Gladue sont en place depuis une vingtaine d'années, peut-être, et ça concerne les Autochtones. Et l'idée derrière le rapport Gladue, c'est que les impacts systémiques du colonialisme et du racisme justifiaient possiblement, dans le cas des Autochtones ou dans le cas de prévenus autochtones, justifiaient qu'on prenne en considération ces désavantages systémiques dans la détermination de la peine. Et un peu plus récemment, donc, l'idée est venue qu'on pourrait peut-être étendre la philosophie des rapports Gladue à d'autres minorités, et ici particulièrement la minorité noire. Alors, derrière ces rapports-là, il y a l'idée que la surreprésentation des Noirs, dans ce cas-ci, dans le système de justice pénale, alors aussi bien au niveau carcéral que devant les tribunaux, là, ce serait dû en partie ou en bonne partie ou en complète partie là, au racisme systémique. Et puis par conséquent, les facteurs systémiques, comme on les appelle, ça devrait être pris en considération lors de la détermination de la peine. L'idée étant de corriger cette surreprésentation qui est tenue pour une injustice. Alors, dans le dossier de l'accusé Frank Paris, la juge Magali Lepage de la Cour du Québec, dans sa décision, écrit que, à son avis, le racisme systémique fait en sorte que la culpabilité morale des Noirs est moindre, par principe, due au racisme systémique qui expliquerait causalement, en tout ou en partie, les comportements criminalisés. Causalement? Donc, c'est sur ça veut dire qu'on dirait que la cause n'est pas la personne, mais bien, entre guillemets, le racisme systémique? Sans aller jusqu'à dire ça. Là. Ah, OK, d'accord. Mais il y aurait une influence causale de ce qu'on appelle le racisme systémique. Par conséquent, la culpabilité morale serait moindre. Alors ça, c'est écrit dans le jugement. Donc, ça fait partie des raisons qui font que la juge Magali Lepage a décidé de tenir compte du rapport EIOEC qu'on remettait dans le cas de Frank Paris. Ben, si on comprend bien, donc, c'est la première fois que c'est utilisé au Québec, mais il y a une historique d'au moins 20 ans en ce qui a trait aux Autochtones. Et donc, peut-on en conclure que, en faisant jurisprudence, on pourrait commencer à appliquer la même logique, les mêmes rapports d'évaluation à tout groupe qui se dirait potentiellement victime du racisme systémique ici. Là. Donc, il y aurait des petits, si on peut dire, suivant tout ça. Oui, ben, en principe, on voit pas pourquoi ça arrêterait à tel ou tel groupe minoritaire. Mais pour l'instant, à ma connaissance, là, pour l'instant, ça ne s'applique qu'aux Autochtones pour les rapports Gladue et aux Noirs pour les EIOEC. Et dans le cas et ça, évidemment, ça l'a fait jurisprudence. Ça l'a déjà fait jurisprudence.
Alors, il y a un autre, une personne accusée d'homicide, Leonardo Joseph, a soumis sa candidature pour avoir un rapport EIOC, et le juge a refusé. Dans son cas, le juge a refusé, mais il aurait tout aussi bien pu accepter. Alors, est-ce que ça va s'étendre à d'autres groupes minoritaires? À voir. L'avenir nous le dira. Mais j'aimerais revenir sur l'affaire Frank Paris, si tu me le permets. Allez-y. Alors, dans l'affaire Frank Paris, c'est intéressant je suis allé lire le rapport qui a été remis, et c'est intéressant de le lire. Alors, la juge, tout d'abord, a décidé de réduire la peine qui était demandée réduire la peine par rapport à ce qui était demandé par le procureur. Ouais, c'est ça, on demandait 35 mois. Elle a baissé ça à 24 mois. Alors, dans les éléments que je trouvais saillants dans le rapport, c'est que tout d'abord, Frank Paris a été reconnu coupable de trafic de drogue, avec des Autochtones d'ailleurs. Donc, c'est de la drogue qu'il envoyait dans le Grand Nord, oui. Du pot, du cannabis. Et c'est un multirécidiviste qui a déjà fait de la prison. Donc ça me semblait un élément comme à prendre en considération. Aggravant peut-être. Bon. Et le juge, Magali Lepage, elle a conclu que malgré ça, malgré le fait qu'il était multirécidiviste, elle a conclu que son exposition au racisme systémique, et en particulier au traumatisme intergénérationnel de l'esclavage, donc ce traumatisme intergénérationnel qu'il aurait acquis à travers sa filiation avec la Nouvelle-Écosse, malgré que Frank Paris soit un habitant de la ville de Montréal. Et sa famille vient de la Nouvelle-Écosse et il retournait à tous les étés en Nouvelle-Écosse. Et c'est à travers ses séjours périodiques en Nouvelle-Écosse qu'il aurait, pour ainsi dire, imbibé ce traumatisme intergénérationnel. Et selon la juge, ça aurait contribué significativement à ses comportements criminels. Et ça constitue de ce fait un facteur atténuant dans son cas. Ben, quand vous parlez du rapport, là, vous avez mentionné, on en a bien sûr échangé avant même l'entretien, là, mais vous mentionnez le caractère redondant du rapport. Qu'est-ce qu'il y a de redondant dans le rapport? J'ai l'impression qu'il y a une logique circulaire dans tout ça aussi. Là. C'est un sentiment que j'ai moi aussi. Alors, tout d'abord, on voit pas dans le rapport, c'est difficile, c'est très difficile d'en juger, là, mais on voit pas du moins de compte rendu d'épisodes de discrimination raciale vraiment très 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 marqué, très brutal, très. Alors c'est plutôt une atmosphère générale de racisme systémique, l'appartenance de Frank Paris à un groupe historiquement discriminé dans le cadre d'une société colonialiste. Alors c'est des idées comme ça qu'on apporte pour expliquer ses comportements. Et le caractère redondant que moi je vois là-dedans, ça vient de ce que les juges, on voit pas la raison d'être, dans le cas de Frank Paris du moins, on voit pas la raison d'être d'un EIOC, de cette évaluation-là en particulier. Parce que les juges ont déjà toute la latitude qu'ils veulent pour tenir compte des facteurs socio-économiques dans la détermination des peines. Donc il y a déjà ce qu'on appelle des rapports présentiels, où les juges peuvent prendre en considération des facteurs atténuants là, dans la détermination de leur peine. Et dans le cas de M. Paris... Peu importe l'origine ethnique. Peu importe l'origine ethnique. Là. On voit pas la nécessité de préciser l'origine ethnique. C'est vraiment ça le point que j'essaie d'amener ici, parce que dans le cas de M. Paris, ce qu'on voit dans le rapport, c'est qu'il a eu une enfance objectivement difficile, dans la relative pauvreté, la monoparentalité. Il a eu un accident grave à l'âge de 40 ans ou autour de cet âge-là, qui a laissé des séquelles physiques, et ça rend pour lui la prison extrêmement pénible et difficile. Son crime est relativement bénin, même si c'est répété, c'est du trafic de drogue, là, c'est pas du meurtre. Hein. Il a un appui de plusieurs proches, il y a un bon plan de réinsertion. Alors, on voit tout ça dans le rapport qui est remis. Et on peut estimer que ça fait des raisons considérables pour justifier un allègement de la peine. Pourquoi pas? Mais on voit pas du tout la raison de racialiser la question. La juge avait déjà amplement latitude pour décider 24 mois plutôt que 35 mois, vu des circonstances atténuantes dans le cas de M. Paris. Pourquoi pas? On ne voit pas du tout la nécessité de commencer à parler de racisme systémique dans son cas. Donc, c'est en ce sens-là que je dis que c'est redondant. Donc, comment qu'on explique le fait qu'on a utilisé l'aspect racial, ethnique pour
justifier la baisse de la sentence ou la réduction, je devrais dire, de la sentence, pardon? Ça, faudrait demander. C'est pas une question à laquelle je suis capable de répondre. Moi, je suis tenté personnellement de placer ça dans un contexte plus général de racialisation généralisée des rapports sociaux. Là. Le côté subjectif. Donc là où la juge, au final, la personne qui va décider si facteur ethnique en ce qui a trait, d'ailleurs, ce genre d'évaluation basée sur des études, on va en venir, de racisme systémique, c'est très subjectif. On peut pas dire que plus ou moins il y a quelque chose d'objectif là-dedans. Ah oui, les rapports de l'ADU sont obligatoires. Je veux pas induire personne en erreur, mais c'est l'impression que j'ai. Les rapports de l'ADU sont obligatoires, si je me rappelle bien, mais pas les IOEC. Ça, l'accusé peut en réclamer un, et c'est au juge de décider s'il l'accepte ou non. Alors, c'est vraiment mais ils n'ont rien à perdre à le demander. Les préférences théoriques du juge là, qui vont déterminer si ça va être accepté ou non. Donc, en ce sens-là, c'est subjectif, oui. On justifie l'application de ces évaluations, les EIOEC, par là, et je cite, surreprésentation des Noirs dans le système carcéral dû au racisme systémique. Mais celle-ci, je fais la citation, mais celle-ci n'est pas aussi évidente là, à vos yeux, ou du moins aux yeux de plusieurs analystes, et peut-être même basée sur relativement peu de recherches. Là, vous en mentionnez une seule, mais apparemment tout ça est basé sur une seule recherche, dis-je bien, qui est nommée la représentation des personnes noires devant les tribunaux de juridiction criminelle au Canada, étude fondée sur l'indice de taux relatif par le ministère de la Justice du Canada, daté de 2023. Quelles sont les lacunes épistémologiques de cette approche ou de ce rapport en particulier? Oui, alors le rapport que tu cites, je suis allé le lire. Ce rapport-là, pour le contextualiser, il a son importance parce que selon les auteurs eux-mêmes, c'est la seule étude qui prétend montrer quantitativement, là, empiriquement, avec des chiffres, l'impact du système de justice pénale sur la surreprésentation des Noirs dans le système carcéral. Donc, il ne semble pas pour l'instant y avoir d'autres études quantitatives sur cette question-là. Donc, cette étude-là a une importance stratégique. Elle est d'ailleurs régulièrement citée, et elle a été citée dans le cadre de l'affaire Frank Paris par des journalistes et par des universitaires, soit pour critiquer, soit pour justifier la décision de la juge Magali Lepage. Alors, tout d'abord, ce que l'étude cherche à démontrer, c'est que la surreprésentation des Noirs dans le système de justice pénale s'expliquerait par le racisme systémique. Alors ça c'est un point sur lequel il faut s'arrêter. Tout d'abord, quand on parle de surreprésentation des Noirs dans le système de justice pénale, soit devant les tribunaux, soit dans le système carcéral, bon, ainsi de suite, on dit pas clairement par rapport à quoi ils seraient surreprésentés. Donc, est-ce qu'ils sont surreprésentés? Par rapport à leur pourcentage de la population au point de vue démographique, il me semble que c'est ça. Non, mais c'est ça qu'on précise pas. Parce que s'ils sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique, il faut encore expliquer pourquoi ce serait un problème de justice. On peut pas exclure a priori la possibilité que ça s'expliquerait par une surcriminalité. Donc, des taux de criminalité différents. Alors, moi, je ne sais pas, là, j'en ai aucune idée, mais toujours est-il que la possibilité ne peut pas être exclue. Donc, il faut expliquer par rapport à quoi il y a surreprésentation. Alors ça, c'est pas fait. Dans le rapport dont il est question, c'est pas fait. L'idée semble être que la surreprésentation se mesure par rapport au poids démographique et c'est en soi un problème de justice. Alors ça, c'est des idées dont on pourrait discuter, mais ça semble être l'a priori des chercheurs dans le rapport. Alors, c'est une des rares études qui existent qui essaie de démontrer qu'il y aurait un lien entre la surreprésentation et le fonctionnement du système de justice pénale. Alors là, tout de suite, il y a des précisions à faire très importantes. Alors, une chose qu'il faut noter, c'est que cette étude-là, qui, je le rappelle, semble être la seule qui existe, ne dit rien du Québec et de l'Alberta. Non, il n'y a pas de chiffres. On peut pas croiser les données pour le Québec et pour l'Alberta. Donc, les données de cette étude-là s'appliquent au reste du Canada, moins le Québec et l'Alberta. Mais pourquoi? Donc, ça a été utilisé pour justifier une décision au Québec. Mais pourquoi ils n'ont aucune donnée sur le Québec et l'Alberta? Les deux provinces n'ont pas voulu participer? Non, c'est que ça tient. Là-dessus, faudrait aller regarder de plus près la méthodologie de l'étude. C'est eux, ils annoncent ça.
c'est que ça tient au fait qu'on peut pas croiser les données sur le système de justice pénale et les données sur la criminalité. Ça tient à la manière dont les données sont récoltées. Ça, c'est ce que j'ai compris. Question de méthodologie. C'est un problème méthodologique, là. Une question de méthodologie, ouais. Qui s'applique et pour le Québec et pour l'Alberta. Et donc, premier point. Un autre point, ce serait que cette étude-là repose sur un indicateur qui s'appelle l'indice de taux relatif. Et ce que fait cet indicateur-là, c'est qu'il compare le taux d'accusés noirs qui obtiennent certains résultats, c'est le terme qui est pris, aux diverses étapes du processus judiciaire, donc qui sont déclarés coupables, qui sont condamnés à une peine de détention ou qui sont condamnés à une peine de détention de 2 ans et plus. Ça, c'est les 3 principaux indicateurs qui sont retenus. Donc, on compare les taux des accusés noirs aux taux des accusés blancs. Et les résultats, quand on fait cette comparaison-là, c'est que les accusés noirs sont reconnus, c'est que le taux, l'indice de taux relatif est de moins 24% pour la déclaration de culpabilité. Ça veut dire que les Noirs sont reconnus coupables moins souvent que les Blancs par une proportion de 1/4. Ils sont condamnés à la détention avec un indice de taux relatif de plus 24%, donc 1/4 de condamnation à la détention de plus que les accusés blancs, et de plus 36% pour la durée de détention de 2 ans et plus. Donc, les accusés noirs, en gros, les accusés noirs sont moins reconnus coupables, mais sont davantage condamnés à la détention et davantage condamnés à des détentions de 2 ans et plus que les accusés blancs. Donc, l'étude en conclut que le système de justice pénale contribue à la surreprésentation des Noirs dans le système de justice canadien. Ben, carcéral, surtout, parce que là, comme c'est là, apparemment, ils sont moins reconnus coupables ou reconnus coupables à moindre... moins souvent, si je peux dire, mais ils servent des peines de prison plus longues, donc ils sont surtout surreprésentés dans le système carcéral comme tel, j'ai l'impression, du moins. Effectivement, oui. Il nous reste 2 minutes et une question que je voulais absolument vous poser. Le EIOEC, les évaluations dont on parle depuis le début, influence pour l'instant les sentences dont on vient de discuter justement, mais viendra-t-il un jour où un coupable, objectivement parlant, sera innocenté? Donc ce ne sera pas la sentence comme telle, mais bien le verdict qui sera inversé par la logique victimaire du racisme systémique. On en viendra, on a parlé de causalité tantôt, à dire que la cause n'est pas la personne, n'est pas l'individu, mais bien le système. Je sais que ça semble un peu loin en ce moment, mais la réalité a tendance à nous rattraper. Oui. Écoute, moi, il y a plus rien qui me surprend personnellement, mais j'ai quand même encore un minimum de confiance. Là. Je crois pas que c'est pour demain complètement matin. Cynique. Mais il y a quelque chose que je tiens absolument à dire, c'est que le problème avec l'étude dont je parlais tout à l'heure, et c'est que les auteurs eux-mêmes le disent, l'indice de taux relatif, c'est un indice qui ne dit absolument rien sur les causes de la surreprésentation. On ne tient absolument pas compte dans ce calcul-là des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent devant le système de justice. Donc, on ne tient pas compte de la nature des crimes, par exemple. Donc, on dit que mais on le présuppose, taux... non? C'est le racisme systémique? On présuppose que c'est le racisme systémique, mais on n'en parle même pas. Donc, on parle même pas ça n'informe d'aucune manière sur les causes de la surreprésentation. Ça pourrait tout à fait être une surcriminalité des différences de comportement ou le racisme systémique ou des biais raciaux. On le sait pas. Le simple fait de comparer des taux de culpabilité ou de détention, ça n'informe pas du tout sur les raisons derrière ça. Donc, un exemple, c'est que pour la durée de détention de 2 ans et plus, on regarde même pas la nature des crimes commis. On dit que les Noirs vont être condamnés à des durées de détention de 2 ans et plus de manière disproportionnée par rapport aux accusés blancs, mais sans même comparer les crimes qui ont été commis. Cette variable-là n'est même pas prise en compte. Conclusion, cette étude-là ne permet absolument pas de conclure à l'existence d'un racisme systémique dans le système de justice pénale. Yannick Lacroix, auteur du livre « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec », publié chez Libert. Un grand merci. Merci beaucoup. Après la pause, la crise migratoire en République dominicaine avec Jérôme Blanchet-Gravel.